Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 98e épisode de Finances fondamentales. Je suis content aujourd'hui de vous faire la synthèse du livre d'Anthony Lewis écrit en 2018 qui s'intitule The Basics of Bitcoins and Blockchains. Avant de commencer, je vous rappelle que tout ce que je dis sur le podcast, c'est dans un but strictement éducatif, c'est pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour avoir des conseils spécifiques à ta situation parce que je peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Bon, le livre d'aujourd'hui fournit une introduction aux bitcoins, aux blockchains et à la technologie qui alimente tout ça. L'auteur explique l'histoire du bitcoin, de la blockchain, l'achat, la vente de bitcoins. Que vous croyez ou non en la viabilité à long terme des crypto-monnaies, c'est une industrie qui offre certainement des instruments potentiellement radicaux de changement de société. Que ces outils-là soient utilisés pour faire le bien ou le mal va dépendre de la manière dont la technologie est mise en œuvre, par qui et pourquoi. Au milieu des débats politiques, médiatiques et tout ça autour de la crypto-monnaie, c'est crucial de comprendre que l'industrie de la blockchain, y compris la crypto-monnaie, en est encore à ses débuts selon l'auteur. Ça, c'était l'introduction. J'ai lu ce livre-là il y a un petit bout quand même, et hier, quand j'ai lu la fiche de lecture pour préparer mes éléments de synthèse, je me suis rendu compte que je n'avais pas été super précis dans ma fiche de lecture. Donc, je vais essayer quand même de vous synthétiser tout ça à travers mes éléments de synthèse du mieux que je peux. Mais si vous voulez en savoir plus, peut-être que ça peut être intéressant d'aller lire le livre, même si c'est une grosse brique quand même. Donc, premier élément de synthèse, c'est l'argent physique et l'argent digital. Donc, c'est le chapitre 1 dans le livre qui s'appelle « Argent ». Donc, l'argent physique versus l'argent numérique. Donc, l'argent physique n'a pas besoin d'impliquer un tiers, alors que l'argent numérique nécessite l'intervention d'un tiers pour suivre les actifs. Donc, par exemple, une banque ou une institution similaire, tu vas avoir besoin d'une banque pour transférer de l'argent numérique à une autre personne, alors que l'argent physique, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un entre toi et l'autre personne pour lui donner ton argent. Il existe deux façons, selon l'auteur, de dépenser l'argent numérique. Payer en ligne ou payer avec une carte qui est physique. Il dit que les paiements en ligne sont plus sujets à la fraude parce que ça oblige souvent les utilisateurs à fournir des données personnelles pour effectuer des transactions qui sont réussies. Ça entraîne également des coûts supplémentaires pour les commerçants pour sécuriser l'information privée des clients. L'auteur a fait ensuite une définition de l'argent. Donc, l'argent doit remplir trois fonctions. Être un moyen d'échange, un moyen de stockage de valeur et une unité de compte. Il y a beaucoup de monnaies étatiques, donc de pays, qui ont perdu de la valeur au fil des années en raison de l'inflation des prix, ce qui remet en question leur utilité selon l'auteur en tant que moyen pour stocker de la valeur, donc pour accumuler de l'actif. On comprend ça, si tu avais 100 000 $ il y a 40 ans, ça ne vaut plus vraiment 100 000 $ maintenant. C'est assez simple à comprendre que l'argent ne permet peut-être plus, l'argent physique, là, l'argent qu'on connaît, ne permet peut-être plus nécessairement de stocker de la valeur. L'auteur dit que le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui peut être transférée sans l'intervention d'un tiers, comme l'argent physique. Bien que ce soit un moyen de stockage de valeur, sa volatilité nécessite une réflexion si on souhaite investir dans la crypto. C'est pas certain que sa volatilité va diminuer avec le temps. Donc, accepter le Bitcoin comme une monnaie a échoué déjà un certain nombre de fois, mais ça pourrait simplement être dû aux personnes qui travaillent dans l'industrie bancaire. Donc, ça n'a pas fonctionné encore que le Bitcoin soit accepté comme une monnaie officielle, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera jamais le cas selon l'auteur. Il parle ensuite de monnaie fiduciaire et de valeur intrinsèque. Donc, il dit que les crypto-monnaies, les monnaies fiduciaires, donc les monnaies fiduciaires, c'est les monnaies des pays là, comme l'argent canadien, ont toutes une valeur intrinsèque. La valeur des billets de banque vient de leur statut de monnaie légale qui est déclaré par le pays, alors que les monnaies fiduciaires vont perdre leur statut de monnaie légale en dehors de leur juridiction d'origine. Ça veut dire que si tu as de l'argent canadien puis tu t'en vas au Chili, ils ne prendront pas ton argent canadien. Pas mal ça que ça veut dire. Il parle ensuite d'ancrage de devise. Donc, un ancrage de devise, c'est quand il y a une autorité qui déclare qu'une devise vaut une certaine quantité d'une autre devise. Il parle notamment de l'accord de Bretton Woods qui portait sur l'ancrage des devises. Donc, le dollar américain était lié à l'étalon or et les autres devises étaient liées
au dollar américain. Donc, c'est l'ancrage des devises par rapport au dollar américain. Dans le chapitre 2, on parle de l'argent numérique cette fois-ci. Donc, comment les paiements entre banques sont effectués. Les actifs numériques sont faciles à copier. C'est pourquoi on a besoin de régulateurs de confiance qui doivent suivre le flux monétaire. C'est ce que font les banques. Il existe deux principales façons pour une banque de payer une autre banque de façon numérique, par le biais de comptes bancaires ou par le biais de paiement de banque avec l'aide d'une banque centrale. Enfin, l'auteur termine le chapitre sur l'argent en parlant de portefeuilles d'argent électronique. Donc, il mentionne notamment PayPal et Venmo, qui sont les deux portefeuilles les plus connus aux États-Unis. Donc, la montée de ces portefeuilles-là nuit aux banques et à la pertinence des banques également parce que ça nécessite en fait plus un tiers comme la banque qui charge des frais élevés habituellement pour faire les transactions. Deuxième élément de synthèse, c'est la cryptographie et le Bitcoin. Donc, quand j'ai vu le mot cryptographie, je savais que j'allais avoir beaucoup de plaisir à lire le chapitre. Sans joke, je ne connaissais pas ça, puis c'est pas un mot qui a l'air si attirant quand tu lis sur les finances. Bref, la cryptographie, ça fait référence au chiffrement et au déchiffrement. Donc, le chiffrement ou le cryptage, c'est le processus de transformer du texte en texte chiffré pour que quelqu'un ne puisse pas décrypter, en fait, ce qu'on essaie de lui envoyer. Et justement, le déchiffrement ou le décryptage, c'est le processus inverse. C'est tenter de comprendre un texte qui est crypté, qui est chiffré, en transformant ça en texte clair pour qu'on puisse comprendre le message. Il parle de cryptographie à clé publique. Donc, de façon simple, la cryptographie à clé publique, c'est une méthode de chiffrement où il y a deux clés qui sont utilisées. Une clé publique et une clé privée. La clé publique peut être partagée librement avec tout le monde, tandis que la clé privée va être gardée secrète. Donc, les données chiffrées avec la clé publique peuvent juste être déchiffrées, décryptées avec la clé privée. Donc, ça assure une sécurité qui est renforcée. Dans le cas du Bitcoin, ça signifie que chaque utilisateur possède une paire de clés, publiques et privées, qui va lui permettre de sécuriser et de vérifier les transactions sur le réseau Bitcoin qui est la blockchain. Il parle également de signature numérique. Donc, une signature numérique, c'est mathématiquement lié au contenu et à la clé privée de l'utilisateur. Il y a d'autres formes de signature numérique qui peuvent être manipulées et falsifiées, là, donc un simple champ de texte ou une signature qui est manuscrite. Donc, si je te signe ma signature dans l'agenda de ma fille, ben, elle peut copier ma signature alors qu'une signature numérique, c'est plus difficile à copier. Avec une clé privée, justement, il n'y a personne d'autre que le propriétaire qui peut créer une signature numérique spécifique. Donc, ces signatures-là vont être utilisées dans les transactions sur la blockchain en raison de leur nature unique et ça prouve que la personne possède bien le compte qu'elle dit posséder. Donc, le Bitcoin maintenant. Le livre explore les origines du Bitcoin qui a été créé en 2009 par quelqu'un qui avait un pseudonyme de Satoshi Nakamoto. En gros, le Bitcoin, c'est une monnaie, mais pas comme celle qu'on a dans notre portefeuille. C'est plutôt une sorte d'actif électronique qui va te permettre d'envoyer de l'argent à n'importe qui, n'importe où dans le monde, sans passer par les banques. Mais comment ça marche? Donc, l'auteur propose un exemple concret pour bien comprendre. Il dit, imagine que tu vas envoyer de l'argent à un ami qui est à l'autre bout du monde. Normalement, tu devrais passer par ta banque qui va prendre des frais et qui va mettre quelques jours pour que l'argent arrive à ton ami. Mais avec le Bitcoin, tu pourrais le faire en quelques minutes sans frais exorbitants. C'est comme si tu envoyais un courriel à l'autre personne, mais avec de l'argent à la place des mots. L'auteur dit que le Bitcoin est souvent perçu comme une valeur refuge en raison de plusieurs caractéristiques clés qui distinguent la monnaie traditionnelle et des actifs traditionnels qu'on connaît. Premièrement, l'offre limitée du Bitcoin, c'est une des principales raisons de son attrait comme valeur refuge. Contrairement aux monnaies fiduciaires comme le dollar américain, le dollar canadien, qui peuvent être imprimées en quantité illimitée par les banques centrales, il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoins en circulation. Cette rareté intrinsèque-là est comparable à celle de l'or autrefois, lorsqu'on avait l'étalon or, et ça contribue à renforcer la perception de Bitcoin comme une réserve de valeur. Deuxièmement, l'indépendance du Bitcoin par rapport au gouvernement et aux institutions financières, c'est également un facteur important dans sa valeur refuge. Contrairement aux monnaies fiduciaires, dont la valeur peut être influencée par des décisions politiques ou économiques, le Bitcoin, lui, il est plutôt dans un réseau décentralisé et ouvert qui fonctionne selon des règles qui sont prédéterminées et qui ne peuvent pas changer. Ça, c'est selon l'auteur. Moi, je me dis toujours pourquoi elles ne peuvent pas changer. Est-ce que la personne qui a créé ce réseau-là pourrait changer les règles à maner? Je ne sais pas comment ça fonctionne. On va voir si plus loin, on en parle.
Cette autonomie-là est résistante vraiment à la censure et ça, c'est ça qui rend attrayant le Bitcoin pour ceux qui cherchent à se protéger contre l'instabilité économique ou le fait de se faire confisquer leurs actifs. Troisièmement, la portabilité et la facilité de transférer le Bitcoin, c'est vraiment des avantages significatifs pour ceux qui cherchent à déplacer rapidement et facilement leur argent à travers les frontières. Contrairement à l'or ou à d'autres actifs matériels tangibles, le Bitcoin peut être stocké et transféré de manière sécurisée et instantanée, peu importe l'endroit dans le monde où vous voulez l'envoyer. Enfin, l'auteur dit que la croissance du marché, la reconnaissance croissante du Bitcoin en tant qu'actif légitime, ça a également contribué à renforcer sa perception en tant que valeur refuge. Il y a plusieurs investisseurs institutionnels, on l'a vu récemment après la publication du livre, mais avec les FNB de Bitcoin aux États-Unis, ça existait déjà depuis un bout au Canada, qui voient le Bitcoin comme un moyen de diversifier le portefeuille et de se protéger contre l'inflation et les risques qui sont associés au marché plus traditionnel. Dans l'ensemble, bien que le Bitcoin ne soit pas sans risque et que sa volatilité soit élevée, il y a plusieurs personnes qui voient en lui un refuge potentiellement lucratif dans un monde économique qui est incertain et qui change constamment. Donc le Bitcoin, ce n'est pas juste une monnaie numérique. Pour l'auteur, c'est une révolution dans le monde de la finance, une idée folle qui est devenue réalité grâce à la magie de la technologie. Troisième élément de synthèse, c'est la technologie de la blockchain. Donc, si je savais un petit peu c'était quoi le Bitcoin, je ne savais pas vraiment c'était quoi la blockchain avant de lire ce livre-là il y a quelques années. Pas quelques années, en fait, 1 an. Donc, le livre détaille le fonctionnement de la blockchain. En gros, c'est un registre qui est pas supposé, qui est immuable, là, qu'on n'est pas supposé de pouvoir changer. Et toutes les transactions sont effectuées sur le réseau Bitcoin. Il explique comment chaque bloc de transaction est cryptographié, là, cryptographiquement lié au bloc précédent, et ça forme une chaîne de blocs sécurisés. Donc, la blockchain, c'est la technologie sous-jacente qui rend possible l'existence du Bitcoin. Une blockchain de façon générale, va contenir les éléments suivants. Un stockage de données qui enregistre les modifications des données, la réplication du stockage de données sur un certain nombre de systèmes, une architecture pair à pair plutôt que client-serveur, et des méthodes cryptographiques comme la signature numérique pour prouver la propriété et l'authenticité du Bitcoin. Roy Lévesque et Associés, c'est un cabinet de services financiers familier de 3e génération établi à Magog qui accompagne des familles partout au Québec depuis plus de 60 ans dans la gestion de leur patrimoine. Ce qui est vraiment unique chez eux, c'est leur approche axée sur la confiance et le relationnel dans laquelle chaque famille a une stratégie sur mesure. C'est justement avec Simon-Pierre Gingras, qui est conseiller en sécurité financière chez Roy Lévesque et Associés et actionnaire de la firme, que j'ai fait affaire pour l'assurance vie de mes filles parce qu'il détient le titre de professionnel agréé du Infinite Banking acquis directement à l'Institut Nelson Nash. J'ai consulté 3 experts pour mettre en place cette stratégie-là et j'ai choisi Simon-Pierre pour son efficacité et son intégrité. Il n'a pas niaisé en essayant de me vendre 2,2 millions d'assurances pour mes filles en plus de m'en offrir pour mes oncles et mes tantes. Il est parti du budget que je lui avais dit pour m'offrir un produit sur mesure qui répondait réellement à mes besoins. Donc que ce soit pour la gestion de vos investissements ou votre planification fiscale, quand Simon-Pierre travaille avec vous, c'est pour vous offrir la meilleure solution après avoir bien analysé votre situation. Si vous cherchez des partenaires pour vous aider à bâtir un avenir solide pour vous et votre famille, je vous encourage à contacter Roy Lévesque et Associés en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. L'auteur compare la technologie Bitcoin, blockchain, à un sac de Lego. Tu peux prendre différents morceaux de Lego et assembler d'une différente manière pour avoir des résultats différents. Il dit que c'est un petit peu ça la blockchain. C'est une méthode de cryptage, donc de chiffrement, comme on a vu tantôt, qui assure la sécurité et l'intégrité du système. Si quelqu'un tente de manipuler une transaction dans un bloc de la blockchain, ça va rompre la continuité de la chaîne et ça va être immédiatement détecté. C'est une sorte de garde-fou numérique là, pour garantir l'authenticité et la transparence de chacune des transactions qui sont faites sur le réseau Bitcoin. Pourquoi la blockchain est cruciale pour le Bitcoin? L'auteur dit qu'elle constitue le fondement même du fonctionnement du Bitcoin. Sans la blockchain, le Bitcoin ne pourrait pas exister. C'est grâce à cette technologie-là que les transactions peuvent être effectuées de manière rapide, sécurisée, sans intermédiaire, et ça révolutionne la manière de concevoir les échanges de valeurs numériques. Selon lui, c'est une innovation majeure qui ouvre la voie à plusieurs autres applications potentielles au-delà des crypto-monnaies. En comprenant le rôle crucial de la blockchain, l'auteur dit qu'on peut mieux saisir la véritable portée révolutionnaire du Bitcoin dans le paysage financier et technologique mondial.
Quatrième élément de synthèse, le minage du Bitcoin. Donc, le livre aborde le processus de minage de Bitcoin qui consiste à vérifier et valider les transactions sur le réseau. Les mineurs utilisent des ordinateurs qui sont super puissants pour résoudre des problèmes mathématiques complexes et en récompense, ils reçoivent des unités de Bitcoin. Le minage est essentiel pour maintenir la sécurité du réseau Bitcoin. Donc, on a vu popper il y a une couple d'années plein de compagnies de minage, là, justement. J'ai oublié, il y en avait même à Sherbrooke. Ça chialait pas mal parce que ça faisait du bruit puis ça dégageait beaucoup de chaleur. Je m'en rappelle plus. Bref, j'ai un blanc. Mais la magie du Bitcoin, selon l'auteur, c'est pas juste son existence. Il dit qu'il y a tout un processus qui se cache derrière et c'est le minage. Et il dit d'imaginer ça comme une grande chasse au trésor numérique avec des mineurs qui utilisent leur ordinateur pour valider les transactions. C'est un peu comme être un détective numérique. Tu cherches à résoudre des énigmes mathématiques complexes pour garantir que toutes les transactions qui se passent sont légitimes sur le réseau. Pourquoi ils font ça, les mineurs? Ben, c'est pas pour rien. Ils sont récompensés avec du Bitcoin. Donc, c'est comme s'ils étaient payés pour leur contribution à maintenir la sécurité du réseau. C'est comme si toi, tu recevais de l'argent chaque fois que tu aidais à garder quelque chose, une place publique propre ou quoi que ce soit. C'est un super exemple. Bravo. Merci à moi-même. Et là, tu te dis sûrement, mais pourquoi est-ce que tout ça, c'est important? Eh bien, le minage est essentiel pour garantir la sécurité. Sans les mineurs, il n'y aurait personne pour valider les transactions et le système s'effondrerait comme un château de cartes parce qu'il n'y aurait plus de sécurité. Le processus de minage est assez complexe puis ça peut varier en fonction de plusieurs facteurs comme la puissance de calcul de l'ordinateur, la difficulté du problème à résoudre et le nombre de mineurs qui sont actifs sur le réseau. Donc, au départ, lorsque Bitcoin a été lancé en 2009, c'était possible de miner un bloc avec un ordinateur domestique, là, comme vous et moi. Cependant, avec l'augmentation de la propriété du Bitcoin et la concurrence entre les mineurs, la difficulté du minage a augmenté. Pourquoi? Je ne le sais pas, ce n'est pas écrit. Aujourd'hui, la plupart des mineurs utilisent des équipements spécialisés pour maximiser leurs chances de résoudre les problèmes de mathématiques et de valider un bloc. La difficulté du problème mathématique est ajustée régulièrement pour maintenir que ça prend à peu près 10 minutes pour résoudre un problème mathématique, un bloc de Bitcoin. En gros, l'auteur dit que ça se passe comme ça. Les mineurs utilisent des ordinateurs puissants et résolvent le problème mathématique. Une fois résolu, la transaction sur le réseau est résolue et peut s'effectuer. Et le premier mineur qui a trouvé la solution valide le bloc et l'ajoute à la blockchain. Pour les récompenses, chaque fois qu'un mineur réussit à valider un bloc de transaction, il est récompensé. Au départ, la récompense était de 50 bitcoins par bloc validé, mais ça diminue tous les 4 ans de moitié environ avec le processus de halving là, qui enlève la moitié de la récompense pour les mineurs. Actuellement, en fait, lorsque le livre a été écrit, c'était de 6,25 bitcoins par bloc validé. Et il y a eu un autre halving en avril 2024, donc ça a dû diminuer depuis. Avec la valeur fluctuante du Bitcoin, mais ça peut représenter une récompense intéressante en dollars américains ou parfois même des pertes. Donc, c'est 10 minutes en moyenne pour un bloc, mais ce n'est pas un bloc par mineur pour chaque 10 minutes. Il y a de la compétition. Donc, je n'ai pas trouvé en cherchant là, pour préparer l'épisode comment ça pouvait payer exactement le minage en ce moment pour le Bitcoin. Le dernier Bitcoin va être miné autour de l'an 2140 et il va y avoir une transition fondamentale à ce moment-là dans la structure d'incitation pour miner du Bitcoin. Parce que pour que le réseau soit sécuritaire, que les blocs soient validés, il faut qu'il y ait des mineurs qui valident ces blocs-là. Par contre, s'il n'y a plus de blocs qui sont minés en 2140, il n'y a plus de récompense à assurer la sécurité du réseau. Donc, le coût par transaction pour les utilisateurs et la récompense aux mineurs vont jouer un rôle crucial pour savoir si le réseau Bitcoin peut être durable. Et là, pour moi, il y a un enjeu parce que là, en ce moment, les gens sont payés pour valider le réseau, mais s'ils ne sont plus payés à la fin, il va falloir que les transactions deviennent payantes pour nourrir la sécurité du réseau. Et là, est-ce qu'on va revenir finalement à une forme de validation un peu comme les banques font en ce moment? Je ne le sais pas. En résumé, le processus de minage de Bitcoin, ça implique des ordinateurs puissants, la résolution de problèmes mathématiques et ces mineurs-là sont récompensés avec des nouveaux Bitcoins. C'est une activité qui est super compétitive en ce moment et qui nécessite une infrastructure et des ressources assez significatives. Cinquième élément de synthèse, défis et opportunités. Donc, le livre examine pour terminer les défis et les opportunités auxquels va faire face le Bitcoin et la blockchain dans les prochaines années.
Il aborde des questions comme l'évolutivité du Bitcoin, la réglementation, la confidentialité et la gouvernance, et il met en lumière le potentiel transformateur du Bitcoin et de la blockchain. Pour l'évolutivité, c'est ça. L'auteur dit que c'est un défi majeur pour le Bitcoin et la blockchain. À mesure que le réseau Bitcoin va continuer de croître et que le nombre de transactions va augmenter, ça va être essentiel de trouver une solution efficace, comme on a dit, pour traiter le volume croissant de transactions. Donc, il disait l'auteur que le Lightning Network, là, ça n'existe peut-être plus, qui est une solution en cours de développement pour permettre des transactions plus rapides et moins coûteuses en dehors de la chaîne principale du Bitcoin, ce qui améliorerait l'évolutivité du réseau. Pour la réglementation, c'est un domaine préoccupant aussi pour le Bitcoin et la blockchain. Alors que la popularité du Bitcoin augmente, il y a plusieurs gouvernements qui cherchent à réglementer son utilisation et ses échanges. En Chine, par exemple, les autorités ont imposé des restrictions sur les échanges de crypto, ce qui a eu un impact significatif sur le marché de la crypto-monnaie. Ces différentes réglementations-là pourraient limiter l'adoption du Bitcoin et entraver son potentiel de croissance, mais des réglementations claires et favorables pourraient aussi contribuer à accroître la confiance des investisseurs et des utilisateurs sur le Bitcoin, comme on a vu un petit peu avec les FNB officiels de crypto aux États-Unis. La confidentialité, c'est un autre enjeu, aussi une autre question clé pour le Bitcoin. Bien que les transactions sur la blockchain soient transparentes et immuables, donc on ne peut pas les modifier, il existe des préoccupations croissantes en termes de confidentialité des utilisateurs. Enfin, le dernier défi, c'est le défi de gouvernance qui est majeur pour Bitcoin. Donc, vu que c'est un réseau décentralisé, bien, ça repose sur un processus de gouvernance qui est ouvert et transparent pour prendre des décisions importantes sur son développement. Cependant, la diversité des opinions au sein de la communauté même du Bitcoin, bien, ça peut entraîner des désaccords, des conflits sur les décisions à prendre. Malgré ces défis-là, le livre met également de l'avant les opportunités que le Bitcoin et la blockchain peuvent offrir. Il dit que cette technologie-là de la blockchain pourrait transformer en fait plusieurs aspects de notre société, de la finance à la logistique en passant par la gouvernance et la santé. La blockchain, en fait, selon lui, représente bien plus qu'une simple technologie pour la crypto-monnaie. Il dit que ce qui est sous-jacent, là, les processus transparents, sécurisés, décentralisés pour ouvrir la voie à d'autres choses. Un des exemples que je comprenais, c'est par exemple le vote en ligne sécurisé pour tout ce qui est politique. Donc, bien qu'il y ait plusieurs défis importants qui attendent le Bitcoin, leur potentiel transformateur, selon l'auteur, pour l'avenir est indéniable. Et en surmontant ces défis-là, puis en capitalisant sur les opportunités qu'elle propose, bien, cette technologie-là pourrait devenir révolutionnaire et créer un avenir plus inclusif, transparent pour tous en termes de non seulement de transfert d'actifs, mais également au-delà du domaine de la crypto. Donc, en conclusion, le livre couvre toute l'histoire là, de la monnaie, de la technologie, de la blockchain, de la crypto. L'auteur s'assure d'aborder chaque sujet pour donner un aperçu à l'auteur du Bitcoin et de la blockchain. Donc, on comprend les bases avec un peu d'effort. C'est pas si simple comme sujet, mais c'est quand même bien écrit. Il est facile à suivre le livre, même pour quelqu'un qui fait ses premiers pas là, dans le monde de la crypto. Cependant, il y avait des parties qui étaient un peu longues à mon goût, qui me faisaient saigner du nez ou m'endormir. Là, vous voyez ça comme vous voulez. Mais l'histoire de la monnaie, là, quand je suis tombé dans ce chapitre-là, j'ai commencé à lire en diagonale un petit peu. Cependant, les analogies que l'auteur fait et ses explications qui sont assez simples ont quand même réussi à maintenir mon attention à travers le livre. Ça semble être aussi un document de recherche. Il y a des sources qui sont nommées, des graphiques, c'est quelque chose que j'ai apprécié aussi. Mes chapitres préférés, c'est clairement sur le minage et la blockchain. Je comprends maintenant mieux c'est quoi tout ça. Dans l'ensemble, le livre tient sa promesse là, de présenter les bases du Bitcoin, de la crypto-monnaie, de la blockchain et tout ça de façon assez digeste pour le lecteur. Par contre, attention, si vous investissez dans la crypto-monnaie, ça demeure un actif volatile. Et je répète, je ne suis pas un expert de tout ça. Là, je vous ai juste synthétisé un livre. Il y a des FNB aussi qui peuvent vous permettre d'investir dans tout ça de manière peut-être un peu plus sécuritaire et moins complexe. Donc, je n'ai pas abordé ça là, dans la synthèse du livre parce que ce n'est pas des éléments qui étaient abordés par l'auteur. Donc, en gros, qu'est-ce que je retiens du livre? Le key point, j'ai appris beaucoup sur la crypto-monnaie, mais ça ne change rien à ma stratégie d'y accorder 3% de mon CELI comme un actif alternatif et non pas de l'inclure au cœur de ma stratégie d'investissement. La semaine prochaine, c'est le 3e bilan trimestriel pour 2024. J'ai réussi à enfin investir un peu plus d'argent que ce que j'avais fait dans les 6 premiers mois. On va voir tout ça ensemble. Et ce jeudi, on continue avec les titres de la liste potentielle, donc la liste des titres que je garde à l'œil pour l'analyse que j'ai faite en septembre. Donc, on est toujours dans l'analyse de mars. Je n'ai pas terminé de faire le tour avec Skyline Champion, SKY, Finvolution,
FINV et Market Access Holdings, MKTX. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.